sommes présentement à Entourage-sur-le-Lac pour assister au lancement du nouveau service à domicile du Centre de santé de Sainte-Brigitte de Laval. Alors, rencontrer plusieurs citoyens qui sont fiers de cette nouvelle initiative, mais qui ont surtout hâte de pouvoir en profiter. Sainte-Brigitte, il faut se rappeler, nous, notre initiative a vu le jour en 2017, en janvier, et on avait débuté l'initiative en 2015. Pourquoi? Parce que notre communauté était tout simplement en manque de services de santé de proximité. Et Sainte-Brigitte, on fait souvent la une des nouvelles, des manchettes. On a doublé de population en 10 ans, donc on est passé de 3 000 habitants à près de 8 000 habitants maintenant. Donc, il y avait une pression de retrouver une clinique médicale comme ceux qui sont nés à Sainte-Brigitte ont connu à une certaine époque. Il y a toujours eu une clinique médicale de quartier à Sainte-Brigitte. Puis pouvez-vous nous en dire plus sur qu'est-ce que le service à domicile? Oui, en fait, aujourd'hui, on lance un tout nouveau volet qu'on a lancé l'année passée, il faut dire, mais on l'a rodé pendant un an. Donc, c'est des services mobiles dédiés aux entreprises de la Ville de Québec. Le centre, dans les premières années, a connu toutes sortes de beaux défis, notamment dû à l'absence d'arrivée des médecins là, dans nos locaux. Et on a dû être créatifs et innover pour dire qu'est-ce qu'on fait. On a un magnifique centre. On a 15 professionnels qui travaillent de cœur et d'âme là, à faire en sorte de donner des services de qualité à la population, mais il nous manque toujours de ressources pour opérer adéquatement puis pouvoir poursuivre notre mission. Donc, en conseil d'administration, on a réfléchi à différents scénarios et au même moment, il y avait un appel de projet pour le fonds de 100 millions du Mouvement des Jardins. Et là, les étoiles se sont arrimées et on a décidé de se lancer dans l'aventure des soins mobiles en entreprise. Pourquoi? Parce qu'il n'y en avait pas encore non plus à ce jour des coopératives de santé qui offraient ces services-là. Et c'est des services de plus en plus populaires dus à les problèmes d'attraction de main-d'œuvre, les problèmes de rétention de main-d'œuvre, la pénurie de main-d'œuvre. Donc, les employeurs de plus en plus cherchent à mettre sur pied des projets, des mesures pour créer des milieux de vie. Donc, de plus en plus, les entreprises cherchent à mettre sur pied des mesures pour être attractifs, pour retenir leurs employés et pour aussi se démarquer par rapport à la pénurie de main-d'œuvre. Les mesures de santé mieux-être au travail sont, dans le fond, les études démontrent que, et oui, il y a un impact financier d'investir dans de telles mesures, mais que ça va aussi favoriser l'engagement des employés face à l'entreprise. Ça va aussi favoriser le climat de travail. Puis qu'est-ce qui vous rend le plus fier, justement, de cette nouvelle initiative-là? Bien, on a eu l'appui du milieu des affaires assez rapidement. Quand on a lancé notre projet l'année passée, on a eu la belle surprise d'être en nomination au Gala des fidèles de la Chambre de commerce de Québec. Donc, en mars dernier, on est allé au gala. Juste d'être là, après 3 ans d'existence de notre jeune entreprise, on était extrêmement émus, touchés et fiers parce qu'effectivement, les 15 professionnels qui travaillent chez nous le font par vocation, par amour de donner aux autres et de rendre service à la communauté. Pouvez-vous nous dire pour le public général, qu'est-ce qu'un centre de santé? Oui, en fait, un centre de santé, il y a plusieurs formules. Nous, on a choisi la formule coopérative parce qu'elle répondait à nos besoins, parce qu'on voulait répondre aux besoins du vide de service, parce qu'elle porte des valeurs qui nous rejoignent de justice, d'équité, de démocratie et d'éducation. Mais la plupart des autres cliniques médicales, finalement, c'est des entreprises privées. C'est des médecins, actionnaires, travailleurs autonomes qui décident d'ouvrir une clinique médicale, un GMF, dans un lieu, d'investir dans des infrastructures. Ou sinon, il y a le modèle plus CLSC. Donc, les coopératives viennent vraiment de la communauté, d'un groupe de citoyens qui se mobilisent pour se doter d'infrastructures où on va offrir des services de première ligne. Donc, qui dit services de première ligne dit médecins, infirmières, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, bref, tous les professionnels du réseau de la santé et des services sociaux. Puis quels services, justement, vous offrez? Nous, nos infirmières travaillent très fort. Là, on offre des cliniques de prélèvement, vaccination, consultation, 6 demi-journées par semaine. Notre équipe de physiothérapeutes sont là 4 journées par semaine. Il est possible de voir quand on a besoin orthophonistes, psychologues, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés. Et en plus, on a tout le volet cours et ateliers. Le service à domicile ou en entreprise, en fait, va vraiment être pour aller répondre à des besoins sur le terrain, pour des personnes qui ne peuvent pas nécessairement se déplacer puis qui ont vraiment un besoin vraiment d'aller combler au niveau de la santé par la vaccination, la prise de pression, de l'enseignement aussi aux personnes.
Puis, comment ça fonctionne, en fait, si on a envie de bénéficier de ces services-là? En fait, tout le monde a le droit de bénéficier. Ça peut être autant pour un organisme, ça peut être pour une entreprise, ça peut être pour des particuliers. On téléphone au centre, on expose nos besoins. Nous, selon nos professionnels, les infirmières et tout ça, on va monter un plan, puis on va voir s'il correspond aux besoins. À Sainte-Brigitte-de-Laval, l'esprit de communauté est immense. Les gens sont sympathiques, c'est plaisant de s'impliquer. Les gens apprécient énormément ce qu'on fait pour eux, puis ça nous donne vraiment envie d'en faire beaucoup plus. Puis en étant une petite coop comme ça, nous, on peut s'investir puis y mettre vraiment notre cœur. C'est un plaisir d'être ici ce soir comme représentant du mouvement Desjardins parce que la coop de Sainte-Brigitte-de-Laval a été, je dirais, le premier projet qui a été présenté dans le cadre du fonds de 100 millions qui a été mis en place il y a quelques années par le président, M. Cormier. C'est un montant de 150 000 que le mouvement Desjardins, dans le fond, a remis à la coop de santé pour permettre son démarrage et par la suite son essor. Donc, c'est toujours plaisant d'être ici pour prendre leurs nouvelles et de voir aussi comment ils ont pu profiter pendant cette année. Donc, qui a été quand même très importante et très chargée pour eux. Monsieur Rouleau, qu'est-ce que vous pensez des services qui sont offerts en entreprise par le Centre de santé de Sainte-Brigitte-de-Laval? Bien, tout d'abord, les services sont d'une très grande qualité parce que je peux quand même en témoigner parce qu'on les a utilisés à la Caisse des Jardins de Beauport. Et je crois que dans une perspective de pénurie de main-d'œuvre où on prend davantage soin, je pense, aussi de nos employés en général, hein, au niveau des différentes entreprises, eh bien, c'est une belle valeur ajoutée qu'on peut offrir dans la gamme de services auprès de nos employés. En fait, on est super satisfait des services offerts par la coop santé. Depuis quelques temps, on a déjà utilisé les services de massage qui étaient environ des périodes de 10 minutes qui nous permettaient de pas nécessairement manquer une journée de travail, mais pouvoir bénéficier de ce service-là dans souvent des grosses périodes de stress où est-ce que les gens en ont besoin. Puis, en même temps aussi, on a pu bénéficier des conférences qui se font directement de la coop. Donc, on a eu 3 conférences depuis le début de l'année. Donc, une panoplie de services sont offerts. Plusieurs seront à venir éventuellement, là, mais on a pu en bénéficier quand même là, à plusieurs reprises. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du lancement des services en entreprise? On est bien contents. On a déjà commencé à travailler avec certaines entreprises. On a une belle réponse aussi. On offre certains services là, qui peuvent aider là, les employés à avoir une meilleure qualité de vie. Fait qu'on est bien contents. Puis en tant que physiothérapeute, qu'est-ce que vous offrez comme service? Nous, on offre des services pour toute blessure musculo-squelettique. On fait de la rééducation périnéale, on fait de la pédiatrie aussi. On est clinique du coureur aussi, des rééducations vestibulaires pour les vertiges. Fait qu'on vient chercher pas mal là, toutes les sortes de problèmes. Là. On offre aussi l'analyse de poste de travail. Les ergothérapeutes vont sur place pour venir regarder la position de l'employé. Dépendamment de sa morphologie, de ses tâches de travail, il va essayer de positionner ces instruments de façon la plus optimale possible pour diminuer les douleurs, diminuer surtout les tensions musculaires, diminuer la pression sur les articulations, puis limiter les chances de blessures, dans le fond, et de douleurs. C'est ce qui conclut le lancement des services en entreprise du Centre de santé de Sainte-Brigitte-de-Laval. Si vous êtes intéressé, vous aussi, à avoir un petit massage de 10 à 15 minutes en entreprise ou autre service de professionnels, vous pouvez vous rendre au centre de santé sbdl.com. Je me trouve aujourd'hui du côté du manoir du Lac-de-l'Age où a lieu la 3e édition du Forum culturel. Je rencontre la jeune artiste peintre prodige Meg qui anime pour la première fois un atelier de toile collective. Elle a seulement 11 ans et déjà elle est bourrée de talent. Ses toiles font le tour du monde. Je la rencontre aujourd'hui pour parler de son parcours et de sa future exposition cet automne en Californie. Vous savez, c'est le 3e forum que la MRC organise. Et puis celui-ci a une saveur particulière. Là, vraiment, ça va nous guider dans l'actualisation de notre politique culturelle qu'on est en plein en train d'élaborer et de produire. Donc, ça va être un outil important parce qu'on va avoir le pouls de plusieurs clientèles aujourd'hui, notamment les citoyens et aussi les organismes culturels. Donc, pour nous autres, c'est une journée importante. Ça veut aussi un lieu de rassemblement des personnes qui s'intéressent à la culture dans la MRC de la Jacques-Cartier. Et c'est toujours un plaisir de faire ce genre d'événement ici à Lac-de-l'Age.
Dites-moi, quelle est l'importance de l'implication citoyenne dans ces journées? Mais c'est majeur. On a commencé par un sondage. Hein? On a sondé là, l'ensemble des municipalités de la MRC sur leurs intentions, leurs habitudes, ce qu'ils aimeraient améliorer au niveau culturel dans la MRC. Et on est précisément en ce moment en train d'analyser tout ce sondage-là et justement dans le but d'écouter et de répondre à la demande des citoyens. Et c'est très important pour nous puisque c'est les citoyens qui animent, qui font vivre la culture à la MRC. Quel genre d'activités culturelles sont organisées aujourd'hui à l'occasion de la 3e édition du Forum culturel? Bien, en fait, c'est beaucoup d'ateliers aujourd'hui. Okay? On n'a pas beaucoup d'activités. On a la chance d'avoir Mégane ici, notre jeune peintre, artiste peintre de Stoneham, là, qui nous aide et on fait un atelier avec elle. Mais on va découvrir avec nos organismes plusieurs aspects des inquiétudes de la culture. C'est pas nécessairement un lieu d'activité nécessairement culturelle, c'est plus un lieu d'atelier culturel. Tu as que 11 ans et tu es déjà considérée comme une artiste peintre à part entière. Qu'est-ce qui te rend le plus fière? Mes toiles, mais je suis très contente aussi d'exposer en Californie. Maintenant, j'aimerais exposer à New York. Combien de temps est-ce que ça te prend pour réaliser une œuvre? Je travaille souvent 2 fois une toile ou 3 fois, mais c'est par tranche de 2 heures, donc le soir quand j'arrive de l'école. Mais je vais souvent la retravailler plus tard. Donc, ça dépend beaucoup. Mégane, tu es une professionnelle de l'art abstrait. Tu travailles principalement au couteau. Pourquoi est-ce que tu as choisi de prendre cet instrument-là pour travailler? Bien, c'est Maurice Louis, mon ancien professeur, qui m'avait initiée au couteau. Donc, maintenant, je travaille encore parce que ça a toujours été mon outil principal. Donc, c'est le premier que je vais prendre pour faire une toile, pour faire des mouvements pour créer une structure à ma toile. Donc, le pinceau pour le fond, le couteau ensuite, et pour finir, la pipette. Tu as eu à travers le temps plusieurs mentors, dont Maurice Louis et Marie-Josée Lépine. Dis-moi, qu'est-ce que tu as le plus appris avec eux? Des nouvelles techniques. Donc, avec Maurice, je travaillais aucunement avec la pipette. Maintenant, avec Marie-Josée, j'utilise la pipette. J'ai appris des nouvelles techniques avec Marie-Josée, comme faire des lignes. Avec Maurice, puisque j'utilisais pas la pipette, c'était plus épuré. Mais maintenant, j'apprécie le travail que je fais avec la pipette. Qu'est-ce que tu aimes le plus du fait de présenter tes toiles lors de vernissage? Bien, j'adore rencontrer les gens. Donc, les gens, quand ils viennent me voir, c'est un de mes moments favoris. Mégane, ceux qui te connaissent savent que lorsque tu peintures, tu ne peintures pas sur un chevalet. Tu es plutôt installé au sol sur une grande toile blanche. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'utiliser cette méthode-là? Car j'utilise beaucoup d'eau, donc la pipette, c'est toujours de l'acrylique mélangé avec de l'eau. J'utilise de l'eau pour faire le fond. Donc, en majorité, il y a beaucoup d'eau. Donc, ça fait que si je prends le chevalet, l'eau va couler. Donc, c'est pas ce que je veux la plupart du temps. Donc, c'est pour ça que je m'installe avec une bâche parce que ça revole un peu partout. Quel est ton plus grand rêve? Bien, mon plus grand rêve, il est réalisé, c'était d'aller en Californie avec mes toiles. Maintenant, mon deuxième plus grand rêve, ça serait d'exposer à New York parce que je sais que c'est une ville qui est très réputée pour l'art. Aujourd'hui, tu es du côté du Forum culturel et c'est assez spécial. Tu animes un atelier devant public. Est-ce que c'est la première fois que tu fais ça? Oui, c'est la première fois que j'anime une toile collective. Donc, c'est plus difficile que ce que je pensais, mais c'est vraiment le fun de travailler avec les gens. Ça a commencé, en fait, il y a 3 ans environ, 3-4 ans. Elle avait fait un cours d'art abstrait dans notre municipalité. Elle a vraiment adoré ça. Elle a demandé de continuer. Ça l'avait cessé. Fait que, en fait, à la fin là, de la session normale de la ville, on l'a envoyée vers ensuite une autre municipalité pour faire d'autres types de cours d'art, finalement. Puis pour Mégane, c'était vraiment un besoin de retourner vers l'art abstrait. Elle avait vraiment besoin d'explorer vraiment des créations libres, non dirigées. Alors, on a réussi, en fait, à revenir vers ça en retrouvant son professeur du départ qui l'a par la suite accompagné pendant 2 années consécutives. Il y a une année, elle a intégré le réseau d'artistes international, le collectif CIAZ. Ça lui a beaucoup ouvert les portes là, au niveau des possibilités à l'international aussi. Donc, c'est comme ça que tout a débuté. Est-ce que vous auriez pensé qu'aussi rapidement, son art aurait pris autant d'ampleur?
pas du tout. Ça a commencé, en fait, tout doucement et naturellement. On le faisait, en fait, pour la soutenir. Puis le premier vernissage qui était organisé, c'était avec la famille, les amis. Donc, on s'attendait que c'était juste comme ça, un petit passage dans sa vie. Puis ça a fait boule de neige. Là. Il y a vraiment eu un intérêt, un engouement du public. On a été épatés à chaque fois des créations que Mégane nous sortait. Fait qu'on a vu qu'il y avait quelque chose de plus grand derrière tout ça. Mais on est vraiment heureux pour elle de voir tout ce qui est devant elle, puis qu'elle ait ce statut-là d'artiste professionnelle à seulement 11 ans. Aujourd'hui, elle anime pour la première fois une toile collective à l'occasion de la 3e édition du Forum culturel. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qu'elle a fait et de ce qu'elle a présenté aux gens? Eh bien, en fait, elle est vraiment heureuse de le faire. C'est surtout de rencontrer son public pour Mégane, qui est le moment, je dirais, de grâce de la journée, finalement. Je pense que ça l'amuse beaucoup aussi parce que, bon, il y a quand même beaucoup de gens, fait qu'elle peut pas arriver à faire créer aux gens ce qu'elle aurait fait au niveau de quelque chose de plus épuré. Donc, ça va pas donner le même résultat. Puis elle est un peu étonnée de voir, finalement, comment est-ce que ça devient un peu rempli finalement, puis qu'il faut qu'elle lâche prise. Mais ça l'amuse beaucoup, puis c'est surtout le moment partagé avec les gens qui l'intéressent, puis de pouvoir partager les techniques. Qu'est-ce que ça représente pour vous en tant que maman que votre fille soit rendue là? Bien, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de fierté. Je vois tout ce qui est derrière. On a vraiment toujours pris un peu le recul rationnel, un peu comme pour protéger son enfant, de dire, OK, les toiles sont demandées l'année passée, on va les envoyer, ce sera un test, on va voir comment c'est reçu là-bas. Puis justement, ça a créé un peu une déception. Mégane ne soit pas sur place, mais l'intérêt a tellement été grand que là, j'avais regretté de ne pas être là. Fait qu'on a promis que la prochaine fois, on y serait finalement. Puis, à quelque part, ça a un peu tracé le chemin pour nous parce que là, cette fois-ci, on y va puis on est vraiment attendu. Donc, c'est beaucoup d'excitation puis c'est une belle aventure à l'international qui, je pense, ne fait que débuter. Quelle est votre plus grande fierté? C'est surtout de voir comment elle inspire les autres, de savoir qu'elle est si petite puis qu'elle arrive à faire tout ça parce qu'il n'y a pas de rationnel derrière ça, de juste dire c'est une histoire de cœur, c'est une histoire de talent. Finalement, c'est d'oser croire, puis de voir, en fait, tout le soutien, ça me touche beaucoup, le soutien de la communauté, puis tous les portes s'ouvrent, donc c'est vraiment incroyable. La jeune artiste peintre Meg partira du côté de la Californie en novembre prochain, exposer 12 de ses toiles à San Diego et Los Angeles. On vous invite à suivre la carrière de Mégane Fortin via son site Internet et sa page Facebook. La saison de ski acrobatique est à nos portes. Question de préparer l'hiver qui s'en vient à grands pas. Les membres du CA du club de ski acrobatique de Stoneham ont préparé une séance d'information parents-enfants dans le but de leur présenter le calendrier d'activités 2019-2020. Aujourd'hui, on se trouve à la station touristique Stoneham et j'ai le plaisir de m'entretenir avec le président du club, M. Laliberté, ainsi que le vice-président, M. Cyr. À l'ordre du jour, nouvelle structure du club, équipe d'entraîneurs et bien plus. Moi, quelle est la mission de votre club? C'est d'offrir aux athlètes de ski acrobatique un niveau de coaching très intéressant, peu importe leur niveau, peu importe leur âge, tout en étant dans un milieu sécuritaire. Monsieur Laliberté, ça fait quelques années déjà que vous êtes membre du CA, du club de ski acrobatique de Stoneham. Mais cette année, pour la première année, vous êtes président. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer de cette manière? Oui, je m'implique depuis quelques années dans le club. Mes enfants, ça fait 6 ans que j'ai des enfants dans le club. Donc, oui, j'ai commencé comme trésorier au niveau du club. Puis maintenant, bien, la présidence m'a été proposée afin de poursuivre ce qu'on a commencé à bâtir là, dans les 3 dernières années. Là. Aujourd'hui, vous avez organisé une séance d'information parents-enfants. Quels étaient les principaux sujets traités aujourd'hui? En fait, c'est très important de tenir cette rencontre-là pour justement donner le plus d'informations possible aux parents qui, des fois, ils commencent un enfant dans le club puis se posent un peu les questions. Fait qu'on parle beaucoup des événements à venir, des compétitions, comment on s'organise, c'est quoi les compétitions que nous, on va organiser, les besoins bénévolat. C'est plein d'informations comme ça pertinentes là, pour assurer le succès de la saison. Parlons-en justement de l'importance du bénévolat au sein de votre organisation. Qui est-ce qui s'implique principalement pour vous aider? En fait, les parents de chacun des clubs, on leur demande de faire 4 journées de bénévolat au cours de la saison. On a 5 événements à venir. Donc, c'est vraiment les parents, à prime abord, qui sont la première ligne au niveau du bénévolat, ou leurs amis, ou les connaissances. En fait, c'est vraiment le club est supporté par cet effort de bénévolat. La station touristique de Stoneham est l'hôte de plusieurs compétitions de ski acrobatique à travers l'année. Cette année, combien allez-vous en organiser directement ici?
Alors, on va organiser 5 événements ou compétitions au travers de l'hiver. La première, ça sera une provinciale de boss. Donc, c'est un retour pour le circuit provincial de boss à Stoneham. Ça va se dérouler la fin de semaine du 31, 1er et 2 février. Ensuite, on va organiser notre traditionnel Fun Day, qui est très apprécié par les jeunes de l'âge acrobate, donc les enfants de 10 ans et moins. Suite à ça, on va aussi organiser un événement qu'on est en train de concocter là, pour le circuit slopestyle pour les U12. Et on a un step-up tour aussi slopestyle. Et on finit la saison avec le championnat canadien de slopestyle qui regroupe les meilleurs au Canada dans le slopestyle, big air et halfpipe. Qu'est-ce que ça représente pour le club de ski acrobatique de Stoneham d'organiser des compétitions de cette envergure-là directement à votre station? En fait, c'est un gros effort de bénévolat, mais c'est une belle visibilité pour le club et ça ramène évidemment un peu de revenus sur lesquels le club peut, après ça, investir dans ses infrastructures. La saison de ski acrobatique est sur le point de commencer. Est-ce que vous prenez toujours les inscriptions des jeunes qui désiraient s'inscrire? Oui, on les prend toujours. Il reste quelques places. Même des fois, en cours d'année, les gens ils viennent à la montagne, puis ils voient le club, puis on accepte jusqu'à très tard là, les nouvelles inscriptions. À compter de quel âge est-ce que les jeunes peuvent s'inscrire pour faire partie de votre club de ski acrobatique? Dès 5 ans, on accepte les jeunes dans notre club et ça peut aller jusqu'à 16, même 17 ans, on a des athlètes. Quelle est la particularité du club de ski acrobatique de Stoneham? Une de nos grandes forces, c'est qu'on est multidisciplinaire. On fait beaucoup de boss, de slopestyle, on fait de la demi-lune, halfpipe, et du saut. On touche à toutes les disciplines. Ça nous rend un peu uniques là, dans notre genre. Combien d'entraîneurs comptez-vous au sein de votre organisation? On a une merveilleuse équipe de 10 entraîneurs, dont 3 entraîneurs-chefs qui nous permettent de coacher nos athlètes durant toute la saison. Au sein du club de ski acrobatique de Stoneham, vous comptez 3 entraîneurs-chefs. Quel est leur rôle principalement? Alors, on a un entraîneur-chef qui s'occupe de nos plus jeunes, des 6 ans à 10 ans. On a qu'eux, ils font à peu près toutes les disciplines. Ils touchent à tout. On veut qu'ils touchent à tous les sports pour pouvoir décider par eux-mêmes plus tard qu'est-ce qu'ils vont aimer. Ensuite de ça, un peu plus vieux, ils viennent se spécialiser en boss. On a un entraîneur-chef de boss et un entraîneur-chef de slopestyle, qui là, on va dans le parc avec les différents modules. Le club de ski acrobatique de Stoneham, c'est beaucoup de gens, énormément de coachs, 3 entraîneurs-chefs. Mais combien de jeunes comptez-vous cette année? Cette année, on est fiers d'accueillir 56 athlètes. C'est notre plus grosse saison d'athlètes depuis l'existence de notre club. Pour qu'un club ait de bon train, ça prend aussi des bénévoles qui sont là pour vous appuyer lors d'événements. Combien de bénévoles comptez-vous ou de parents qui s'impliquent chaque année? En fait, chaque parent d'athlète dans le club se doit de donner des journées de bénévolat pour nous aider à faire les activités qu'on a à la montagne. Donc, on peut compter tous les parents des fois 56 athlètes. Moi, je suis entraîneur en ce moment. Là, je gère les coachs qui font... moi, je gère la partie boss, donc je gère les coachs qui coachent avec moi pour la boss. Puis, je suis aussi entraîneur là, pour les enfants, donc je les coach à améliorer leur technique en boss, puis à faire le mieux qu'ils peuvent. Est-ce que vous avez des cours qui vous aident justement à pouvoir tenir un groupe en haleine tout au long de la pratique? Je dirais que ça prend au départ une certaine habileté avec les enfants aussi, puis une certaine habileté à transférer un peu toutes nos connaissances. Puis c'est sûr qu'il y a des formations là, en début de saison, puis plus on avance dans le cheminement du parcours d'un entraîneur, plus il y a des formations qui nous aident à améliorer nos techniques, puis à améliorer nos connaissances pour ensuite transférer ça aux athlètes. À raison de combien de fois par semaine est-ce que les jeunes s'entraînent tout au long de l'hiver? Question d'être prêts pour les compétitions. Il y a 2 possibilités. Il y a des jeunes qui font seulement le samedi, puis il y a des jeunes qui font le samedi et dimanche. Puis, à un certain moment dans l'année aussi, là, dans la saison, là, il y a un entraînement qui se fait le mercredi soir. Donc, il y a certains jeunes qui font jusqu'à 3 séances d'entraînement par semaine. Au départ, pourquoi est-ce que tu as décidé de t'y inscrire? Je faisais du ski. J'ai fait du ski dans l'Ouest canadien. Puis là, je voulais faire un club parce que c'est quand même une grande famille. C'est très le fun d'être en groupe. Puis c'est pour ça que j'ai commencé à faire ça. Moi, je suis quelqu'un de très énergique. J'ai besoin de bouger.
Moi, je suis quelqu'un, comme on dit, super fou. Je fais n'importe quoi. Ça pouvait m'aider à me défouler. Au début, j'étais un peu intéressée par le slalom. Puis là, ensuite, les bosses ont commencé un peu à m'intéresser. Et combien de fois par semaine est-ce que tu t'entraînes avec le club? Une fois, le samedi. On peut faire 1 ou 2, mais moi, je fais 1. Parce que sinon, ça peut plus. Je voudrais voir, mais j'ai d'autres activités les autres jours. Pourquoi est-ce que tu as hâte de recommencer justement à skier dans la neige? Parce que c'est mon activité préférée. Puis moi, j'aime ça, descendre des pentes super rapidement. Malgré le fait qu'il n'y ait toujours pas de neige dans les pentes de la station touristique de Stoneham, l'hiver s'en vient très rapidement, alors c'est le moment de se préparer à cette belle saison 2019-2020. Pour plus de renseignements sur le club de ski acrobatique de Stoneham, on vous invite à visiter leur site Internet. Pour encore plus de reportages ou découvrir la programmation de ccap.tv, suivez-nous via notre page Facebook, notre chaîne YouTube ou visitez le www.ccap.tv. Pour les abonnés de la CCAP, vous pourrez retrouver le contenu via le service de vidéo sur demande ou bien sur la plateforme CCAP Go. Vous désirez nous soumettre une idée de reportage? En plus de communiquer avec nous via nos différentes plateformes, vous pouvez aussi nous transmettre les informations à l'adresse info@commercial-ccap.tv. Toute l'équipe de Vue d'ici vous souhaite une bonne semaine.